Bonsoir à tous. Alors je suis un petit peu en retard, vous m'excusez. Problème de logistique électrique. J'espère que vous allez bien. Et puis ce soir, on va recevoir Fabrice Hortin, qui est responsable bien sûr de All Marine. Donc il y a une certaine expérience de l'aquariophilie longue. Et aussi, et c'est le sujet qu'on va aborder ce soir, de la nature, puisqu'il plonge très régulièrement dans les endroits qui nous font rêver. Et il a une certaine connaissance donc de la nature des récifs, de la façon dont ils se construisent, de la vie des poissons dans les récifs. Et, euh, et donc, je vais l'inviter. Je vais faire une petite introduction avant de lui donner la parole et d'avoir des échanges avec lui parce que euh, j'ai deux, trois trucs à vous dire sur les événements depuis la semaine dernière. Et puis, on va attaquer un entretien. Alors, on va dire en toute amitié, hein, on va partager et je vais surtout écouter euh, ce que va nous raconter Fabrice sur ces milieux. Euh, à la fois, bien sûr, essayer d'aborder donc la construction des récifs, c'est-à-dire euh, dans quel endroit habite quelle espèce particulièrement, euh, afin qu'on comprenne que dans notre aquarium, on ne peut pas faire n'importe quoi, mettre n'importe quel corail à n'importe quelle place. Bon, ça vous le savez sans doute, mais la comparaison avec la nature, c'est à mon avis essentiel, parce que contrairement à ce que disent les scientifiques de l'aquariophilie, euh, les chimistes, euh, il me semble évident que nous sommes encore très très loin derrière notre mère nature et l'histoire des massifs coralliens qui ont traversé tellement de millions d'années de traumatismes sur notre planète, de pollution bien plus grave au gaz carbonique qu'aujourd'hui, d'acidification des océans, de périodes de glaciation, de périodes de réchauffement. Donc en fait, qui ont dans leur gène, dans leurs racines génétiques, un tas de capacités d'adaptation que nous nions avec notre œil qui voit les choses à durée de vie humaine ridicule dans l'histoire de l'univers, de notre planète. Voilà, donc j'invite Fabrice. De voir parce que voilà, spectateur en direct. Vous m'excusez, hein, je regarde parce que je suis pas. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires. Alors, si vous commentez, peut-être que je vais voir. Bonsoir Ah, Fabrice. et bonsoir tout le monde. J'avais juste un problème, il y a un petit détail technique, c'est que quand tu as ton téléphone à l'horizontale, eh ben, Ça marche tu pas? peux pas participer. Ah ah. Voilà. Donc maintenant on le saura. Donc eh ben, bonsoir à tout le monde, merci pour cette invitation, ça fait très plaisir. Je vois que je suis connu déjà enfin bon là on n'est pas encore super nombreux, mais on va faire monter un petit peu la sauce quoi. Bon, il y a encore la Thaïlande qui nous regarde, tu vois, même là Bah, c'est bien. C'est bien. d'un point de C'est vue bien. de dimension Il, internationale cette histoire, hein. il faut. Moi, c'est ce que j'essaye, hein. Je pense que tu l'as compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça ensemble ce soir. C'est c'est qu'on est en dehors du commerce, en dehors de considérations d'intérêt personnel et tout ça, et que nous, on fait ça parce on a ça là. Et, et Bon, il qu'on y a peut- juste quelqu'un qui me dit qu'on m'entend très mal. Alors, est-ce que là on m'entend mieux? Oui, on t'entend plus, oui. Alors, est-ce que là ça passe? Ouais, c'est mieux. Ok, allez, bon, on va rester comme ça. Ok. Donc, en tant que maître de cérémonie, bah, je te laisse œuvrer alors.
Comme j'expliquais, en réalité, tu as cette chance de pouvoir aller régulièrement dans le milieu naturel. Et depuis 3 semaines que j'essaye un petit peu d'aborder les milieux, euh, en faisant une parenthèse, parce que j'essaye de me positionner, de dire que je suis pas non plus euh, un débutant, hein. Ça fait 40 ans que j'ai la tête dedans, que je l'ai travaillé, tout ça, donc il fallait que je l'explique aux gens, sinon on dit qui c'est ce mec-là, voilà. Donc j'essaye d'expliquer aux gens. Je connais un peu l'histoire des magasins et tout ça. Donc on parlait de Lebert, par exemple. Bah, Lebert, à la coiffeur, il a été le premier à monter une animalerie en France pour Close, hein. Et à l'origine, le mec, il avait fait HEC, hein. Mais quand il est arrivé chez Close, je vous raconte un truc, c'est intime, mais j'ai adoré. En fait, c'est pour ça que j'ai un peu aimé ce mec-là. Il me dit, quand je suis arrivé chez Close, il m'a posé un tas de questions. Ouais, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Et puis, il m'a dit, donnez-moi votre main. Et il a versé le contenu d'une enveloppe dans la main de Lebert. Et dedans, il y avait des graines. Et il dit, identifiez-moi les graines. Alors, bah, lui, il a l'air d'un con. Il sort d'HEC. Les graines, il ne connaît pas. Bah, je ne peux pas vous répondre. Revenez quand vous saurez. Et en fait, cette école a tendance aujourd'hui à se perdre parce qu'on a l'accès à l'information directe sur Internet. Et quelquefois, on voit d'ailleurs, même nos membres, nos clients, pour toi, se crêpent le chignon entre ceux qui savent, ceux qui apprennent, et ceux qui savent, qui disent mais va lire, va te renseigner sur Internet. Et c'est pareil pour notre sujet, les milieux. La nature, on ne fait pas mieux. On trouve tout ce qui va nous servir dans l'aquarium au travers de la nature, et le matériel n'est fait que pour copier, imiter la nature. Quand on Ouais, commence, alors oui, c'est clair que ça, la nature, faut s'en inspirer. Maintenant, il est évident, pour reprendre un peu un parallèle horticole, que si la nature c'était le top du top, il n'y aurait pas une orchidée phalaenopsis vendue à Carrefour qui serait produite en serre, dans des conditions qui sont bien éloignées de ce qu'on pourrait retrouver dans le milieu naturel. bien sûr, Donc, mais comme tu le vois, elle brille, elle est très colorée, elle est facile. Voilà, on retrouve euh, le alors, côté tape à l'œil qui nous séduit quand même tous quand on regarde un alors corail ou un poisson. je vais saisir, je vais saisir ça justement, un petit peu cette similitude qui peut y avoir entre les deux milieux, et parce que je pense que tu vas être d'accord. Euh, il est clair que la plupart des très beaux aquariums qu'on voit sur les pages Facebook, sur les forums, ou peu importe, c'est le récif à l'état naturel sublimé. Moi, il n'y a rien de tel qui me fait sortir de mes gonds quand les clients passent et me disent ouais, on retrouve toujours les mêmes trucs, c'est toujours du vert, du jaune, du marron. Bah ouais, mais les gars, malheureusement, quand on a la chance de mettre la tête sous l'eau, la plupart du temps, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est simplement nous, par égoïsme, mais c'est un égoïsme positif, qu'on arrive effectivement à prendre certaines souches d'animaux dans la nature. Alors, je parle des coraux, et à sublimer parce que on va Parce qu'on un peu trop concentre. les bastonnières, on va doper certains oligoéléments, on va élever les taux naturels d'iode ou de gallium, enfin de plein de choses, et puis on va arriver à un résultat pour nous faire plaisir. Et on arrive souvent malheureusement à un résultat qui est aussi qu'on va au crash, parce que malheureusement, c'est pas parce que toi ou moi on sera au volant d'une Formule 1 qu'on terminera la course. Et quand on conduit, même à bord d'une Twingo, à la limite du moteur, à la limite des courbes, à la limite de la topographie des lieux, il y a un moment, même si on est très bon, on va tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais on ira au tas à un moment ou à un autre.
Donc nous, on a cette approche-là aussi, enfin je dis nous, parce que moi je parle en mon nom, mais j'ai la chance d'avoir traîné mes collaborateurs depuis des années maintenant, et donc je les ai imprégnés, j'ai distillé mon venin au fil du temps, et ils sont un peu sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que on a évidemment, comme tout le monde, envie d'avoir des super acroporas hyper colorés, on a évidemment envie d'avoir un tas de bestioles, mais malheureusement, quand on veut travailler sur la distance, on se rend compte, et c'est là où on fera le parallèle avec ce qu'on peut constater dans la nature, c'est que un récif peut être super coloré. Il y a eu un tas de prises de vue des récifs en Polynésie où quelques semaines avant un blanchiment dû à El Niño les coraux étaient particulièrement explosés de couleurs. Alors ça, on le retrouve principalement dans le Pacifique, Pacifique centre. Et nous, on s'inspire de ça parce qu'on a cette image, entre guillemets, du Nemo, du film de Walt Disney, où les coraux, ça doit être vert fluo, jaune, rouge, rose. Et est-ce que c'est un exemple à suivre? Certainement, parce que c'est intéressant. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui est reproductible chez tout le monde? Moi, je ne le crois pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Ça ne veut pas dire qu'on a 80% de clients qui sont des blaireaux, mais ça veut dire simplement qu'on confie un biotope qu'on va maintenir toujours sur la tranche et sur la limite, et que malheureusement, on a tous des vies, on a tous des copains, On est des sur le fil copines, du des rasoir. enfants, On est sur le fil du rasoir. et où ça clash. Voilà. Mais justement, c'est ce qui est intéressant quand tu évoques ça, c'est qu'on peut faire le parallèle avec le milieu. Notamment quand on regarde, par exemple, les conceptions d'aquariums italiens, où on a euh, chez eux le développement de ces ossatures extrêmement légères, fixées avec les tiges de carbone, etc., et et qui font de grands doigts sur lesquels on pose les acroporas et qui, la structure disparaît ensuite sous le massif corallien. Or, ces structures, extrêmement aérées, forcément, ont un déficit biologique colossal. Parce que, évidemment, la quantité de roche diminue, le sable, ils mettent 1 centimètre, ils ont peur des bactéries, ils essayent de diminuer, et ça c'est très important, la quantité de bactéries, sachant que quand tu fais un aquarium en Jaubert, hein, pour prendre cet exemple-là, on a au moins 7 fois plus de bactéries que dans le milieu naturel. Donc évidemment, dès qu'il y a une perturbation dans le milieu, et c'est valable pour ces aquariums-là, ils ont une panne de courant, en 2 heures, le bac il est craché. Et pourquoi il est craché? Parce que le milieu change et que les bactéries qui sont ultra minoritaires dans l'ensemble du système prennent le pouvoir et vont s'infiltrer entre le tissu du corail et l'os. Et les Moi, RTR, catastrophiques, chez eux, c'est monnaie courante. Il faut le dire, il faut le dire. j'aime bien prendre cette image-là. Alors, c'est une image qui date, c'était les premiers bacs où on tentait d'appauvrir au maximum le milieu, et notamment c'est Corallenzourt. Alors, toutes les marques que je vais citer, en bien ou en mal, moi, là, voilà, c'est ce que je t'avais dit quand tu m'as gentiment invité, c'est que là, j'ai pas ma casquette de mec qui vend des trucs. De toute façon, les gens qui viennent chez moi, ils vont voir qu'on vend quasiment pas de matériel, très peu de choses. Et donc, je vais peut-être balancer des noms, en bien, en mal, peu importe, mais ça n'a pas valeur d'exemple autre que mon expérience, mon ressenti, et je n'ai pas la En tant prétention d'être qu'aquariophile, expert ou un éminent océanologue ou graphe de renommée internationale. Donc, je m'excuse par avance de ce que mes propos pourraient déclencher. Et puis en même temps, je m'en tape parce que c'est ce que je pense. Donc, c'est assez clair. Moi, voilà, quand on a vu ces premières méthodes de coraux, alors moi, j'étais un des premiers pour un tas de choses, pour un tas de raisons, à voir ce qui se passait chez Corallenzourt. Et les gens qui. Alors, je parle de Corallenzourt il y a peut-être une dizaine d'années. Et il faut savoir que c'était un super aquariophile qui avait un beau bac à l'arrière-boutique de sa femme qui tenait un salon de bronzage, des cabines UV. Et
un jour, il a fait une connerie, enfin pas une connerie, mais quasiment, mais et c'est vrai, hein, qu'on me traîne devant les tribunaux, c'est la vérité, c'est que dans son réacteur à calcaire, il a foutu de la zéolite. Puis il n'y avait plus de CO2, et puis il s'est rendu compte qu'avec le passage d'eau, eh ben, d'un seul coup, il avait tout descendu, ses paramètres à zéro. Et de cette connerie, la conséquence, c'est que d'un seul coup, ces coraux ont commencé à se pastelliser, à prendre des couleurs improbables. Et comme c'est pas un mec qui est con, eh ben, il a exploité le filon et puis il a développé des trucs. Il y a des gens qui sont agglutinés, enfin je sais pas comment on dit, qui ont essayé de comprendre aussi peut-être un peu plus, parce que quand on est commerçant, c'est valable pour moi, mais pour tous les autres, c'est vrai qu'on se nourrit de ce que vous faites chez vous en collaboration. C'est un Oui. perpétuel aller-retour, en fait, hein. Et ça, c'est très Et important. Je fais une petite parenthèse, c'est très important parce qu'on a tendance à dire que les scientifiques nous apportent le savoir, alors qu'en réalité, les aquariophiles apportent au moins 70% du savoir alors, que les il y a une scientifiques certaine. reprennent, euh, développent. Mais l'autre jour, dans mon live, j'étais un peu dur en disant les scientifiques, ils sont comme ça. Mais quelque part, c'est vrai, les scientifiques étudient un phénomène, étudient une chose. Ils ont toujours tendance à prendre l'ensemble pour le ramener vers quelque chose de pointu. Et Bon, les aquariophiles, eux, ont développé dans toutes leurs méthodes, chacun. Un, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire en gros, on a trois méthodes. Excuse-moi, hein, j'essaye de faire, comment dire, de classifier les choses, mais moi, ça me semble très important, parce qu'entre le Jaubert, où là, le problème pour la plupart des aquariophiles en Jaubert, c'est la pauvreté, si on peut dire, du milieu qu'ils vont créer, peu de poissons, peu de coraux, et en même temps, face à cette pauvreté de ce qui est visible, ils ont une extrême richesse de l'invisible par le DSB. Donc, et puis chez les autres, où là, on est justement dans ces structures à l'italienne extrêmement légères, eh bien, on est totalement à l'inverse. C'est-à-dire que là, on magnifie le corail, mais à la fois, on jongle avec un milieu extrêmement fragile, extrêmement sensible à une variation de paramètres. Et l'alimentation en fait partie, que ça soit un métal, comme tu vois, quand on alimente en fer ou quand on restreint en fer, la modification des couleurs sur les coraux, euh, par exemple, bon, qui est flagrante sur le vert. Les coraux verts, on les frustre en fer et ils vont faire du jaune. Euh, je cite ça en exemple, mais sauf que ça, un débutant, très sérieusement, un débutant, il ne peut pas faire ça. Et moi, c'est ça que j'essaye d'expliquer. en fait, je ne sais pas si si tu es d'accord, mais bon, je vais essayer de résumer, mais je pense que, très honnêtement, moi, j'ai vu des bacs tourner avec des méthodes improbables sur le long terme. Et la seule certitude que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise méthode. Il n'y a pas de mauvaise voiture, il y a juste des mauvais pilotes. Et quand je dis mauvais pilote, c'est pas que les mecs sont pas bons, c'est que tu peux être très bon pilote sur 6 mois et pas sur la durée. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu rentrer dans des querelles. Et quand j'attaque, par exemple, des méthodes, bon là, j'ai fait un live ce soir, mais qui était commercial, qui était pour vous vendre un tas de trucs. euh, c'est vrai que moi, il y a des choses qui mérissent le poil, c'est notamment l'utilisation de supports urinaires, toutes choses comme ça. C'est pas parce qu'il y a une connotation commerciale, c'est simplement parce que même si on ne sait pas ce qui marche, forcément dans le détail, on sait ce qui ne marche pas, d'une part, et puis on a quand même une bonne base de choses, euh, suffisamment de recul depuis les années 90 quand même, pour dire que globalement, et sans attaquer le Jobert, quand tu mets de la bonne roche vivante, un écumeur, t'es clair et que tu brasses correctement, ça fonctionne. Après, ce qui est super intéressant dans la démarche, c'est d'arriver à mixer toutes ces méthodes, c'est-à-dire d'essayer d'arriver à comprendre ce qui fonctionne dans chaque méthode et de faire un espèce de mix de tout ça et de le rendre le plus accessible et le plus largement partageable pour tout le monde.
Et donc, malheureusement, même si ça peut être considéré à tort ou à raison, mais je pense que c'est plutôt à raison, la méthode berlinoise, entre guillemets, quelle qu'elle soit, avec ou sans option, ça reste une des plus fiables quand commercialement, tu as quelqu'un qui dit voilà, ce que vous avez fait dans votre boutique, je le veux dans mon salon. Voilà. Derrière, c'est une fois de plus l'opérateur qui fera la différence. Oui, mais en même temps, tu comprendras bien qu'il y a une différence fondamentale entre les gens qui ont le pouvoir d'achat et qui peuvent, en cas de panne de courant, puisqu'en fait, dans ces packs que je définis dans la vidéo précédente, comme des bacs de Carène, le bac italien, donc avec le moins de structure possible, le moins de sable, euh, une panne de courant, c'est radical. Le bac, il est plié. Donc en fait, les gens qui ont les moyens de mettre en place un système qui va toujours brasser, toujours, et puis les gens qui ne l'ont pas. Et donc, moi, Alors là, il me semble normal de dire, de prévenir les gens, de dire attention, là, tu te lances à faire un aquarium, à monter un aquarium comme ça sur ce modèle-là. Attention, attention, apprends les microbes, vois les réactions bactériennes en eau de mer. Et toi qui es aquariophile, quand tu as fait de l'eau douce et que tu vois des réactions en 48 heures, en 72 heures, et puis que tu arrives à l'eau de mer et que la réaction elle est en 4 heures, euh, tu commences à comprendre que les microbes, tout ce qui est bactérien dans l'aquarium marin, c'est fondamental. C'est vraiment quelque chose. Si tu n'as pas cette base, et si tu ne prends pas le temps d'acquérir cette base, tu vas à la gamelle. Et tu vas prendre 3 gamelles avant de comprendre. il y a plusieurs sujets là dans ce que tu viens de dire. Euh, il y a un truc qui est horrible, que je me refuse à dire, mais qui est pourtant la réalité, c'est que d'avoir un aquarium, je ne parle même pas d'eau de mer, c'est un luxe. On est bien d'accord que c'est arrangé au même titre que avoir un beau smartphone ou une super bagnole. Donc, le problème, c'est que comme tout le monde rêve d'avoir la dernière BM, enfin, je cite des marques de bagnole, j'y connais rien, hein, que ça soit clair, mais tout le monde rêve, enfin, c'est pas ça, c'est qu'on fait rêver par l'accès à l'information, on fait rêver un tas de gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir ce qu'ils voient. Mais là où on est nul, nous les professionnels, ou même les passionnés, c'est qu'on n'offre pas d'autres alternatives. C'est-à-dire que si l'intérêt, la motivation des gens, c'est de maintenir des animaux, il y a un tas il y a un tas de méthodes, il y a un tas de choses qu'on peut mettre en place pour se faire plaisir avec des animaux en aquarium, d'eau douce ou d'eau de mer. Maintenant, on ne sait pas les valoriser et en plus, c'est rarement valorisable parce que c'est souvent s'extasier devant une paire d'astréas, une crevette et un brin de colère. Je caricature volontairement. Et c'est pas ce que les gens veulent parce que maintenant, et je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense, c'est quand même, et depuis le développement, alors ça c'est génial Facebook et compagnie, puisque tu vois, on peut dialoguer, voilà. Et avec plein de gens en plus, là, on est une vingtaine, donc c'est super. Mais c'est vrai que c'est un petit peu il y a une notion que nous on a connue d'aquariophilie à l'ancienne où tu étais obligé de prendre des tartes par des vieux cons dans des caves parce que c'était les clubs, c'était vraiment le truc vraiment à l'ancienne où tu avais des vieux qui avaient des idées bien arrêtées, à maintenant une aquariophilie de salon très individualiste où les gens n'ont pas la démarche d'acheter un bouquin, alors bon, moi je peux comprendre, ou même de synthétiser suffisamment les informations. Et ça, le danger, c'est que obligatoirement, qu'est-ce que tu vois? Eh ben, par définition, tu vas voir que des exemples très aboutis d'aquarium. Et les gens rêvent de ça. Je veux dire, c'est normal. Tu rêves plus Ils rêvent facilement d'un aussi de ce récif qu'ils plein voient. de Ils rêvent de ce qu'ils voient. tricolores. Ils rêvent de ce qu'ils Comment? voient le plus. Donc quand on voit Ouais, voilà. voilà, ce que Et je disais l'autre fois, quand on voit un patchwork multicolore avec du jaune, du bleu, du mauve, du rose, du violet, du vert intense, du vert pâle, machin, eh bien, on dit waouh, c'est beau. Mais euh, bon, moi, c'est voilà, c'est moi, hein, donc on est forcément non, non, ensemble. mais
là-dessus, on peut être d'accord, mais c'est simplement, malheureusement, je sais pas, moi, l'entretien d'un cheval, c'est coûteux, et tu as des millions de gosses qui rêveraient de faire de l'équitation. Et le système, et c'est là où moi je me bats un peu contre toutes ces marques qui font des trucs clés en main, pack, près de plug and play, ça me rend complètement hystérique. Parce que c'est un peu comme à l'époque que nous on a connu. Alors là, s'il y en a qui sont plus jeunes que nous, mais ils doivent tous être plus jeunes que nous, où on essayait de te fourguer le manche-disque, lecteur de cassette, lecteur de VHS et télé combiné. Tu vois? Et on disait avec ça, mon brave monsieur, vous allez pouvoir communiquer avec le monde, recevoir tout. Et puis le jour où tu avais un truc qui merdait, bah, tu étais en rate de tout. Et ce truc-là, c'est cette standardisation-là qui est purement commerciale et qui me dérange. Parce que ça donne l'illusion aux gens qu'en faisant un plug and play, ils vont y arriver. Or, le problème, c'est que souvent, ils plug et ils play le truc, mais ils plug et ils ne play pas le cerveau. Et c'est toute la démarche qu'on avait avant, sans faire ancien combattant, c'est toute la démarche qu'on avait avant, Justement. qui était de dire, mais comment ça se faisait, comment. La démarche d'apprendre. La démarche d'apprendre, que de lire. Et là, la démarche d'apprendre, elle se résume à des gens qui te passent des photos sur Facebook et qui te balancent identification, s'il vous plaît. Et tu dis, mais t'as eu ça d'où? Tu vois? Je veux dire, si tu l'as eu de quelqu'un qui le vendait sur le bon coin, ton corail, il aurait pu te dire ce que c'était. Si tu l'as eu d'un professionnel, c'est encore pire parce qu'il aurait dû te faire une facture avec un nom. Et tu te dis, comment on peut encore voir sur Facebook des photos avec identification, s'il te plaît? Enfin, quand il y a le s'il te plaît. Et ça, c'est aberrant. Mais c'est le petit exemple, tu vois, c'est le coup de projecteur sur un truc qui démontre toute la mentalité qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est consternés de voir qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup trop, à mon goût, hein, euh, dont on a le sentiment qu'ils se réveillent un matin avec un bocal d'eau salée dans leur salon. Pourquoi? Oui, Parce qu'ils ont vu une vidéo de trois commerciaux sur la toile ou de mecs qui leur ont dit avec mon produit magique, avec mon ensemble magique, avec mon truc magique, tu vas y arriver, mon copain, à faire ça. Et il lui montre une vidéo des récifs de Fidji. Et ça, moi, c'est en tant que professionnel, mais en tant que passionné encore plus, ça me rend complètement hystérique. tout à fait, je suis d'accord. Alors, Ah bah, merde, on va pas se taper dessus tout de suite alors. non, je crois pas. Mais j'aurais bien aimé avoir ta perception du milieu, là où tu plonges. Et Ouais. bah ouais, Alors parce que là, moi, il y a un... tu as fait tout de Là, on va suite, prendre... tu as fait tout de suite la fourchette. Oui, bon, dans l'aquarium, on concentre. Donc, je suis d'accord, on concentre. Mais en même temps, Non, ça déjà, reste. il y a des leurres. Si- Prends moi mon expérience personnelle, et ça me fait bondir, ça va être la soirée de la frustration, mais je vais pouvoir, tu vois, c'est une thérapie, je vais pouvoir partager mon sentiment. Déjà, il y a une très mauvaise connaissance, et alors je ne vais pas taper sur les gens qui nous regardent, qui sont entre guillemets des amateurs, je vais taper même sur mes collègues. C'est que, en tant que professionnel, quand tu vends des poissons en gros, et que tu appelles un client, et que tu lui dis, ou que tu attends les commandes d'un client, d'un revendeur, donc a priori capacitaire, ou en tout cas qui a mis, si ce n'est ses couilles sur la table, mais du pognon dans une affaire. Et le mec, dans la même commande, en transshipping, donc transshipping, petite parenthèse, c'est tu commandes, ça passe pas D'accord. par une serre d'accréditation, ça arrive directement du pays d'origine. Et qui est dans la même commande, il te dit voilà, je veux 2 xanthurum, un soal, 4 flavescens, un loriculus et 2 acanthops. Et que tu le rappelles en disant excusez-moi, cher monsieur, mais ça fait l'objet non pas d'une commande, mais de 3 commandes parce que vous avez 3 provenances. Et tu vas voir, je vais approfondir le truc. Hein. Oui, très Et qu'on bon. te dit, mais de branleur, parce que c'est à peu près comme ça. Hein. Vous n'êtes pas foutu de me livrer alors que machin me livre et tout ça, nanani, nanana. Et tu te dis, écoute, mon copain, c'est pas comme ça que ça marche la vie. C'est que là, tu as 3 provenances, 3 pays, donc tu passes 3 commandes et qu'on t'envoie chier. Et bien, ça, à l'échelle du monde, tu peux l'observer à l'échelle de ce que je connais, de l'Indonésie.
c'est qu'en gros, pour l'ensemble des gens qui nous regardent, à part les 2-3 professionnels qui sont exilés aux États-Unis, que je vois, salopard, euh, le milieu se résume pas à un milieu. Et en Indonésie, quand tu prends un guide, le Burgess, le machin, souvent ils te mettent provenance Indo-Pacifique. J'aime Déjà, ce qu'il a fait. comment? Je te disais, petite parenthèse, super. Le travail de Burgess, super. Ah oui, oui, non, mais là-dessus, bah oui, non, mais on avait que ça, donc c'est super. Mais donc, Indo-Pacifique. Bah, putain, prenez une carte. L'Indo-Pacifique, faut pas le traverser à la rame, hein, le truc, hein, parce que c'est un peu vaste. Alors là, on parle, on va dire, ok. Alors, si je prends un exemple complètement stupide, mais très éloigné pour marquer, un hépatus de l'Indo-Pacifique et un hépatus Tiens, de l'océan Indien, déjà, t'en as un qui a le ventre jaune et l'autre qui est le ventre totalement jaune. bleu. Ouais. Hépatus d'Indonésie, un hépatus des Philippines, tu arrives encore à trouver des problèmes. Enfin, pas des problèmes, des distinctions. Alors là, on parle de poisson parce que c'est flagrant. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, bah oui, là, tu peux pas nier que le machin il vient de l'océan Indien, il a le ventre jaune. Ok. Quand on parle des coups, Bon, il semble qu'il y ait eu une perte de connexion. Tout a planté, donc je ne sais pas si vous entendiez toujours Fabrice. Moi, ça a été plantage total. Donc, Fabrice, si tu es là, voilà, hop, voilà. Donc l'invitation tourne. Internet n'aime pas les vieux. On a été piraté, c'est un complot. Salaud de jeunes. Donc, ouais, je reprends où je m'étais arrêté, c'était sur mon histoire d'hépatus. Donc, on peut se rendre compte que même si tout le monde vit, et ce qui est vachement bien en aquariophilie marine par rapport à l'eau douce, c'est que globalement, l'eau de mer sur le globe, c'est à peu près la même partout, en tropical, hein, à peu près, hein. Alors, je sais, ne me tapez pas dessus, je sais que c'est pas la même partout, mais en gros, on peut avoir au niveau des animaux des grandes disparités et par conséquent, si ça se traduit par une apparence différente, ça peut aussi se traduire par des comportements différents, soit en termes d'agressivité, soit même en comportement alimentaire. Donc, moi, Par exemple, flagrant. comment? Entre Cornutus et Canescens, par exemple, chez les Enclus. Alors, Énorme. ça, voilà. Là, pour en revenir au milieu, ça, j'ai pris cet exemple-là en disant, bah voilà, il y a des milliers de bornes entre, c'est le même poisson, même genre, même espèce, et pourtant, on a vraiment des différences flagrantes. Et là, donc, très grande différence d'éloignement géographique. Ça peut se comprendre. Maintenant, quand on parle des coraux, c'est pire. C'est Tout pire à fait. parce que sur la même portion de récif, alors je vais flamber un petit peu, mais j'en ai suffisamment arpenté, en tout cas en Indonésie, suffisamment par rapport à la moyenne des professionnels, pour dire que sur la même portion de récif, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que là, pour reprendre un parallèle où on dit, voilà, les acroporas chasseurs, les acroporas longs polypes, les machins, ça vivra pas avec les mous, ça c'est des conneries. C'est des conneries entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en gros, un récif, je schématise volontairement, donc les gens qui ce soir ou en replay euh, auront tout à loisir de critiquer ce que je vais dire, mais pourtant c'est la vérité. En gros, pour schématiser, c'est
une bande de mou, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, 600 mètres carrés de mou, du sarco, du lobo, enfin peu importe, une bande de dur, une bande de mou, une bande de dur. Donc on va dire, ah bah, sur le récif, quand il y a des mous, il n'y a pas de dur. Bah ouais, mais manque de bol, c'est qu'au milieu des dizaines de mètres carrés de sarco, putain, il y a des accros. Exactement. C'est con, c'est con. Ah ouais, mais celui-là, il ne faut pas le mettre avec des mous, hein. Bah ouais. Donc, on a une chance maintenant qui est plus, alors une chance ou une malchance, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt une chance, c'est que euh, on élève ces bestioles-là. Donc on a une idée sur un point fixe sédentaire des tables de culture. Sauf que des tables de culture, comme on a, et ça c'est vachement important, comme on a, nous tous, professionnels du monde entier, essayé de convaincre pendant des années tous ces méchants asiatiques, et spécialement les Indonésiens qui détruisaient le corail et tout, on a dit, les mecs, vous êtes des cueilleurs-chasseurs, on va vous transformer en cultivateurs. Alors maintenant, on a des points fixes où on élève, mais là où ça, on tombe dans un autre travers, c'est que l'éleveur, qui est, comme je disais, à Kendari, avec une qualité d'eau, ou même sans aller jusque-là, l'éleveur qui est à Serangan, qui est pas très loin de l'aéroport de Bali, et celui qui est dans le nord de Bali, il n'a pas du tout les mêmes conditions. Moi, par expérience, j'ai essayé de faire de la transplantation de coraux dans des fermes sur place, avec des euphilia qui venaient de Kendari, et ben ils poussaient dans le nord de Bali, ou inversement, et pas dans le sud. Ah, pourtant c'est la même flotte, c'est le même pays. Donc il y a des questions à se poser. Mais il y a des conditions hydrauliques, il y a un tas de choses, il y a un flux de nutriments, il y a un truc super intéressant. Et je fais le parallèle avec la reproduction, l'élevage des poissons et tout ça. C'est la saison des Et pluies. Alors moi, je me fais défoncer par petite mes parenthèse, si tu me permets, petite parenthèse très intéressante, tu vois que dans les dernières études scientifiques de génétique, on s'est rendu compte que les coraux, au bout d'un an, 2 ans de vie en aquarium, modifiaient leur génome, avaient une capacité, développaient une capacité d'adaptation ou mouraient. Et en fait, ça me fait assez marrer parce que quand j'ai eu mes problèmes dans mon aquarium, euh, il m'est resté un pavona. Et ce pavona-là, il venait d'un bac d'un copain pas trop loin de chez moi, qui avait 100 nitrates dans son bac. Quand je l'ai mis dans mon bac et que mes paramètres étaient super top, il a pris des couleurs de folie, vert et bleu, bleu ciel, tu sais, fluo, des nervures magnifiques. Et puis mes paramètres sont redescendus. Puis là, bon, j'avoue, mon bac, je vais le démonter là, comme je racontais à certains. J'ai eu une fuite sur un lit fluidisé et j'habite chez ma mère. Et elle venait de refaire le parquet avant que je monte mon aquarium. Et 60 litres d'eau passaient sous le parquet il n'a pas aimé, parquet tout neuf. Donc pour l'assurance, bah, j'ai un délai et il faut que je démonte mon bac. Donc là, je me fais pas chier, quoi. Hein, je vais reprendre après et sans doute changer de format parce que j'aime les poissons qui nagent et voilà, passer sur 3 mètres. Mais te couper par rapport aux poissons qui nagent. Parce que moi, quand je fais les lives ou quand je regarde les échanges sur les pages Facebook, souvent on fait une vidéo, alors par hasard, on fait une vidéo d'un poisson. Alors j'en profite parce que j'ai la tribune. Et la question, les mecs ils vont se dire le vieux il est complètement, il est aigri. La question, quand tu montres un poisson, c'est combien de litres? oui, mais c'est une question débile, t'es Simplement, d'accord? C'est débile. voilà. C'est quelle surface on va être capable d'offrir aux poissons et quelles conditions? Ça, c'est la C'est vraie tout. question. Voilà. Un chirurgien long, sans longueur, c'est pas la peine. Bon. Et Et tu vois, après, moi, il y a pour mettre j'ai un Vlaminghi de 34 cm dedans, et le pauvre, quoi, le pauvre. Voilà. Je l'ai acheté, il faisait 20, je sais pas, peut-être 25, rapport, 26. poisson, un Vlaminghi qui va peut-être faire 1,5 kg, hein, j'en sais rien, dans un bac de 600 litres avec de la longueur, ça sera super. Enfin bon, ça ira. Je pense que même si on peut rêver toujours lui offrir mieux, mais il sera certainement plus heureux qu'un Le Costernon dans 600 litres. Exactement. Voilà. Voilà. Exactement. Donc,
Et Donc on là, voit et aussi c'est les là où processus de magnification. Moi, quand j'ai débuté l'aquariophilie, hein, donc maintenant il y a bientôt 40 ans, ça a été un de mes premiers poissons que j'ai réussi à tenir. C'était un loco. Et en fait, il était tellement mauvais, tellement méchant, que quand je mettais un nouveau, il le tuait. Et, euh, et pendant longtemps, je l'ai gardé dans des petits bacs. 150 litres, 200 litres, 250 litres. Bon. alors Alors à là, l'époque, une j'avais parenthèse sur 10 un là, truc. donc. Mais pour te dire en fait que mon loco adulte, quand il avait 10 ans, il faisait maxi 12 centimètres. On est bien Là, loin ça, de c'est une cette autre taille. idée reçue. C'est une autre idée reçue aussi. C'est ah ouais, mais si je le mets dans un petit bac, il va pas grandir. Alors je m'élève publiquement contre cette idée reçue parce qu'il ne grandira pas parce que le bac est petit. Enfin, en partie aussi, parce il y a une question de Partie développement oui, musculaire ça liée à un l'activité. niveau, tu ne vas pas faire Mais 10 centimètres. on peut le mettre dans un très grand bac avec une eau pourrie, il ne grandira pas non plus. Parce que l'impact de la qualité d'eau, notamment si on blinde en nitrate, en phosphate, enfin tout ce qui est polluant, peu importe l'origine, c'est sûr que ça va avoir un impact énorme sur ces organismes qui sont en permanence dans l'eau et on va arriver Les à nitrates. les tailliser, quoi, voilà, à les nanifier. Donc il y a plusieurs paramètres et c'est là où on rentre dans des concepts un petit peu complexes, dans le sens où c'est très compliqué dans une structure commerciale classique, je ne parle pas de la nôtre, d'avoir. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une grande liberté. C'est une grande liberté. De toute façon, moi, si j'ai fait si je me suis mis à mon compte, c'est pour un tas de raisons, mais aussi parce que j'en avais marre d'obéir au diktat de la rentabilité d'un mec qui en savait pas forcément plus que moi, mais qui avait le pognon d'avoir fait la boutique, qui me disait que ça soit bien ou pas, tu vends. Moi, c'est ce qui m'a motivé. C'est une de mes motivations. Donc, c'est très compliqué. Il y a deux choses. Les professionnels sont coupables et les passionnés aussi. Parce que nous, on est à côté d'un animaliste. Et quand tu dis non à un client, parce que ça m'arrive, j'ai un chien, tu vois, donc ça m'arrive de dire non à 13 heures à un client pour un poisson, d'aller chercher mes croquettes à l'animaliste du coin et de retrouver le même client qui achetait le même poisson. Il ne faut pas Exactement. frustrer les gens. Il ne faut pas Bon, moi, frustrer. c'est pareil, hein, dans mon expérience quand j'étais professionnel, combien de fois des clients sont revenus mal à l'aise, avec un peu des yeux de faux témoins, parce qu'en fait, le truc où je leur avais dit non, ils sont allés l'acheter ailleurs. Et puis des fois, ça a été la cata, hein. Et ils ont tout perdu. Et ils ont l'air cons quand ils reviennent parce qu'ils ont tout perdu. Et que ils se disent, bon, finalement, le vendeur, là, il m'avait dit non. Euh, Peut-être qu'il avait une bonne raison. Et Mais c'est d'autant plus hors de contrôle maintenant que, et c'est pas une critique, que commercialement à tous les niveaux, donc dans l'aquariophilie aussi, il n'y a plus aucune fidélité. Et c'est pas une critique, hein, je le comprends, hein, parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et qu'en plus, tu as une putain d'offre dans ta poche ou sur ton canapé avec ta tablette, ton téléphone, et que là, tu n'as personne qui te dira ne prends pas. et 2 clics. Voilà. Tu as deux clics et en gros, tu as regardé quatre pictogrammes, on te dit c'est facile, ça ne devient pas trop grand, mets dans ton bac. Et ça, c'est un problème pour les vrais amoureux du vivant. C'est un vrai problème. Je ne parle pas Alors, des coraux. Les coraux, on parlait tout à l'heure des chirurgiens. On peut encore continuer sur les chirurgiens. Tu m'as dit dans une conversation qu'on a eue au téléphone, tu me parlais du linéatus et de ce que racontais quelquefois à tes clients du linéatus. Et que je trouve être un très bon exemple. Toi, tu l'as vu sur place. Et que cet exemple s'applique au soal. Et le soal, qu'on voit très souvent, plus que le linéatus, parce que le linéatus, sa réputation est faite. On va dire que celui qui a fait un tout petit peu de recherche avant d'acheter son poisson sait que le linéatus, ça va être un tueur. Mais le soal continue à être vendu dans des aquariums de taille ridicule ah, par il y a rapport. il y a une chose qui sauve le sol, c'est son prix. C'est que les gens, comme c'est un poisson qui est entre guillemets cher, parce que moi j'ai un principe, je vais choquer tout le monde volontairement,
c'est que je trouve que les poissons et les coraux, c'est pas vendu assez cher. Parce que si vous, quand je dis excuse-moi, je te parle pas à toi, Fred, je sais que tu sais, mais euh, si les gens avaient même 10% de conscience réaliste du miracle qui s'accomplit quand on a un poisson disponible sur le marché français, dans une boutique ou sur Internet, il n'y a personne dans l'industrie qui se fait chier autant en rapport au profit que ça génère et à la Ah, responsabilité que ça devrait générer. Et j'entends, je vois, c'est toujours trop cher, mais je sais, je comprends le consommateur. Par contre, le passionné de poisson et de vie au sens large ne comprend pas ça parce que quand on voit qu'un iPhone, ça sort à 25 dollars, c'est vendu 1000 balles, personne move, tout le monde le veut. Le miracle d'un petit poisson clown qui est vendu 15 balles, 20 balles, 30 balles, peu importe, ce qu'il a vécu, parce qu'il a vécu, il a été élevé, sélectionné, transporté, acclimaté, déparasité. On a encore expliqué comment. Et ça se retrouve, et ça vient de l'autre bout du monde. hmm. Et c'est un Et vrai toi, miracle. et, Personne ne et le toi, valorise. et toi, chez toi, comme les fleurs, tu sais, cette expérience véritable de deux plantes identiques que tu plantes dans deux pots. Il y en a une, tu lui dis je t'aime, mon amour, tu es belle, et l'autre, tu dis salope, vieille coche, t'es vraiment qu'une merde. Et l'une pousse, l'autre meurt. Et en fait, nous, dans notre métier, et ça, c'est une notion que j'essaye, parce qu'on passe un peu pour des fous complotistes quand on dit ça, que j'essaye de transmettre, c'est que pour nous, quand on travaille avec le poisson, s'il n'y a pas l'amour, eh bien, nos poissons dans les magasins, c'est une catastrophe. On a plein de morts, plein de malades. Alors que quand il y a l'amour, c'est vraiment tout à fait différent. Et on crée des relations. Alors, si tu me permets juste une seconde, une minute, je vais raconter une histoire que j'ai racontée un jour dans Aquarium Magazine. Il y a, je sais pas, c'était je sais pas, c'était bon, au début des années 90. Je suis en formation, je suis parti 5 semaines et, euh, et j'avais comme projet de monter un aquarium de 2000 litres de présentation pour la grande surface dans laquelle je travaillais, avec un couple de conspi, de balistoïdes conspicilla. Et à l'époque, je travaillais avec Montac, qui était à Toulouse, qui était un importateur à Toulouse, euh, avec qui j'avais noué des relations bien. Donc, il ne m'envoyait pas des poissons pourris, tout ça. Et manque de bol, quand il a fait le dégrillage des balistes, il les a mis ensemble dans un petit bac et ils se sont démontés la gueule, bien que ce soit un mâle et une femelle. Donc, le mâle, il est mort. Et j'ai récupéré la femelle qui était dans un état catastrophique. Il a fallu que je la sorte de l'eau, que je la traite à la bétaline parce qu'elle avait des plaies ouvertes qui commençaient à s'infecter. Et en fait, c'était la femelle, hein. Et après ça, eh ben, elle avait des relations avec moi comme on a avec un chien, comme on a Ah avec un oui, chien. Et j'avais connu ça avec mon balise chez moi avant, que j'ai eu 15 ans. Euh, on a, et c'est intelligent quasiment comme un chien. Et en fait, l'affection, les démonstrations, la bouderie, parce que chez moi, le conspi, quand il était en colère, si je partais en week-end ou un truc comme ça, il me faisait la gueule, il ramassait plein de petits bouts de pierre et tout ça, il faisait un gros tas devant le trou de sa maison, sur la vitre avant. Hein, je veux pas te voir, dégage. Donc, il y avait un truc vraiment. Et alors, donc, pour parler de cette femelle, eh bien, quand je pars 5 semaines, mes collègues l'alimentent, mais elle arrête de s'alimenter. Et elle meurt, et elle meurt. Elle a chopé les points blancs alors qu'elle faisait 30 centimètres, hein, c'était déjà un gros bétail. Et elle meurt dans mes mains le jour où je reviens. Voilà. Ça, ce sont des histoires qui nous marquent de, de ces relations extraordinaires qu'on peut nouer avec le poisson et dont on ne mais parle pas beaucoup, ni dans la euh, littérature. c'est le problème plus général de la dévalorisation de la vie au sens large. Donc là, on parle d'aquarium. Et donc, à partir du moment où on ne valorise que par l'aspect financier,
on dévalorise tout le reste. Par contre, ça peut avoir un impact intéressant. Dans le cadre de commercer durablement, on se dit on parce que c'est pas moi, hein, c'est l'ensemble de la profession, enfin les gens qui motivés de plusieurs façons, pour plusieurs raisons, on a poussé à la coralliculture, on a volontairement poussé à la coralliculture. Mais même si la motivation était éthique, c'est-à-dire de protéger un environnement ou autre, et ça, moi, j'en suis témoin, on y est arrivé uniquement pour la raison suivante. C'est que simplement, ce qui a déclenché le fait qu'on a transformé des cueilleurs, chasseurs en éleveurs, c'est parce qu'ils n'avaient plus à affronter des coûts pour de sorties en mer de risque. Et c'est l'argument. Et qu'en plus, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les zones où ils mettaient leur table, où ils mettent leur table, la vie revient et que quand ils ont besoin d'aller pêcher, ils vont moins loin. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, il y a une association. Et pour refaire le parallèle avec des boutiques qui peuvent être en Europe de poissons tropicaux, il y a deux façons de voir les choses. Moi, j'ai autant de respect pour un type qui est passionné et qui va faire le boulot bien que pour un mec qui a envie de faire du fric et qui fera aussi bien son boulot. Simplement, on a trop rarement ces exemples-là autour de nous. Et ça c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Mais pourquoi on ne l'a pas? C'est parce qu'on en revient toujours au nœud du problème, qui est, c'est un métier qui n'est pas valorisé, c'est une activité qui n'est pas justement rémunérée, et malgré tout, la compréhension du public, c'est que tout est trop cher. Or, et je te prends un témoin parce qu'on est deux vieux cons, les premiers HQI qui sont rentrés de 70 watts et de 150 watts avec des ampoules jaunasses de 4200 Kelvin, on les achetait, tu as connu ça chez Lebert aussi, on les achetait oui, pardon, oui. 2400 francs. 2400 francs. Maintenant, pour le même prix en euros, et ça c'était en 95, tu as la dernière lampe LED, voilà, donc c'est une avancée. Donc les choses, un Imperator, à l'époque où tu travaillais chez Lebert, ça valait entre 1000 et 2000 francs. Maintenant, un Imperator, personne n'est capable de le vendre à plus de 100, 120 ou 150 euros. Or, les prix du transport ont explosé, les charges en général ont explosé, et tout le monde trouve ça cher. C'est l'aquariophilie, c'est le seul hobby qui, non content d'avoir maintenu les prix, a même vu par certains aspects baisser ses prix, notamment sur le vivant. Et ça, c'est une notion importante. Simplement. Oui, c'est en même temps pas valable pour toutes les espèces. Parce que certaines espèces ont vu leur prix en francs passer en prix en euros. Oui, non. Mais globalement, ça s'est quand même bien maintenu. Mais je veux dire, là, on arrive à un autre problème qui est plus philosophique, c'est de dire baisser les prix, ça va en contrepartie de quoi? De faire du volume. Or, faire du volume pour faire de l'argent, c'est incompatible avec l'activité même de faire du vivant. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon, je t'avoue que c'est parce que j'ai senti ça chez toi que je t'ai proposé de participer, hein, parce que tu as bien compris, quoi. J'essaye de. Alors moi, je suis peut-être un peu plus radical que toi, c'est-à-dire que j'essaye de faire la promotion des équilibres dans l'aquarium, des équilibres de la vie dans l'aquarium, et pas de faire des Formule 1. Moi, je vois pas d'intérêt, moi, de faire une Formule 1. Mais à part, oui, la photo sur Facebook, machin, passer dans un article de journaux, etc. Mais après, est-ce que tu connais un aquarium de 15 ans qui fonctionne en mode Formule 1? Bah, je suis sûr que tu vas être bien embêté dans ta réponse parce que si tu connais et les gens qui vont réussir, ils vont avoir une batterie de matériel derrière pour éviter toutes les pannes hallucinantes. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un Apex. Et si c'est même, en fait, ça va. Tu comprends, c'est un discours très contradictoire entre le fait de dire, bah oui, c'est un loisir de luxe, et en même temps, de perdre une quantité énorme de clients pour celui qui a une entreprise et aussi pour moi de culture
Parce qu'en fait, quand tu apprends l'aquariophilie, tu apprends l'éclairage, la bactériologie, la chimie, euh, les plantes, les ponts, les coraux, etc. Et en fait, Même plus ce, loin, ça prend l'électricité, la plomberie, euh, oui, ça tout, prend plein de c'est choses. énorme, c'est énorme. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, Non, voilà. Donc, pour moi, c'est un truc, vraiment, j'appelle ça l'art ultime. C'est l'art ultime. Donc, tout est dedans, tout est dedans. Et on vient de la mer. Notre sang, c'est de l'eau de mer. Donc en fait, on a ce lien et cette quête de connaissance qui est liée à notre racine avant qu'on soit mammifère. C'est un truc fabuleux. C'est bon. Donc on doit, pour moi, on doit respecter ça. Quand on le respecte, on est à chaque fois qu'on respecte quelque chose. Et quand tu deviens professionnel, avoue que c'est un choc. Quand tu perds, quand tu as un arrivage malade, quand tu perds des poissons, parce que quand tu es dans un magasin et que tu reçois 500 poissons, c'est pas pareil que quand on achète un. Mais déjà, quand on achète un, normalement, si tu es, si t'es un homme, quoi, si tu as un cœur, machin, tu as les boules d'avoir mais raté. moi, je vais me permettre de te couper 2 secondes. Le souci, c'est un problème plus philosophique qu'aquariophile. Oui, C'est que, et je pense qu'on en avait parlé, je crois, ensemble, le problème, c'est que cette profession est victime d'une chose, et on en revient toujours au nœud de la guerre, mais je comprends que tout le monde a envie de se faire plaisir à moindre coût, c'est que c'est la politique de la patate chaude. Parce que pour faire de l'argent avec les poissons, mes collègues, alors je dis au sens large, je vise personne, mais au sens large et au niveau international, donc venez pas poser des bombes dans mon bouclard de main, ça sert à rien. Mes collègues n'investissent pas, un, sur les installations, deux, sur le personnel. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui le voudraient, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on leur demande toujours moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Et le troisième aspect qui échappe au grand public, mais qui me concerne de plein fouet, et c'est pour ça qu'on se fait taper dessus et on ne comprend pas des fois ce que je te disais, pourquoi on n'a pas du Hawaï, du Xanthurum et du machin en même temps, c'est parce qu'il y a des saisons, c'est la vie. Et ça sert à rien de commander des poissons de telle provenance quand on sait que, alors j'aime pas, la plupart du temps c'est pas la mousson, mais bon, la saison des pluies, et j'en reprends un peu la conversation de base qui était sur le milieu, c'est que, parce que moi j'ai travaillé beaucoup sur les post-larves, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses, il suffit de cliquer, en 2 clics, vous verrez que c'est pas du pipeau, parce que je suis très fier d'être un des seuls mecs en France qui a une expérience en post-larve documentée, oui, sans et avoir... oui, on peut le noter pour les gens qui vont regarder, qui regardent là maintenant et puis qui regarderont un peu plus tard. Effectivement, tu as une expérience très spécifique et intéressante in situ. Moi, j'ai cette expérience de Ça, post-larve, mais bien avant ça, en 91, j'avais aussi une expérience, parce que moi, ce que les gens ne savent pas, mais bon, comme c'est la soirée de psychanalyse, je- ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, mon premier métier, je suis venu à l'aquariophilie parce que j'avais besoin de... Je ramassais des têtards, des bestioles comme ça, mais mon premier métier, j'ai poussé j'étais aux Antilles et c'est là où voilà, bref, hein, j'ai fait mon adolescence, tout ça. Et cherchais un boulot parce que j'étais une tête de mort à l'école. Et j'ai poussé, comme j'avais des poissons quand j'étais gamin, j'ai poussé la porte d'une boutique. Et le mec m'a dit, bah, tu veux bosser? Je vais t'apprendre à bosser. Et ce mec-là, c'est un exportateur de poissons d'eau de mer. Et il m'a tout appris. On exportait notamment comment quand j'ai oublié le nom, le gros truc à Toulouse, Zolux, j'ai oublié le nom, Gendre, aux établissements Gendre. ah, Gendre, oui, qui était connu. Voilà. Et donc, mon premier contact avec l'eau de mer, ça a été la collecte. Quand même, on m'a foutu des épuisettes, on m'a dit c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, les grammas, les ciliaris, les olacanthus, je connais un petit peu. Et ça m'a toujours choqué. Et le premier boulot que j'ai fait quand j'ai eu un peu d'autonomie, après des années de formation, c'est de faire des récifs artificiels pour récupérer des grammas loreto. Donc ça, c'était dans les années 90. Donc Ah, j'étais pas tout encore, hein.
Et c'est documenté, hein, il y a des publications, des choses comme ça. Et j'ai toujours, le hasard de la vie ont fait que, bon, j'ai travaillé pour des importateurs qui m'ont, bon bref, peu importe, qui m'ont ouvert la porte de plein de choses en France, et que je n'ai été motivé tout le temps, depuis que j'ai commencé là-dedans, que par cette conception d'exploitation, parce que c'est une exploitation durable. Donc ça, c'est ce qui me motive. Durable, équitable, dans la mesure du possible, et Bien qui sûr. profite aussi aux gens qui sont nés sur les lieux où il y a les Sur place. ressources. Exactement. Et donc, Voilà. qui vont avoir là bah, les moyens, surtout quand même que dans certaines contrées, il y a on va dire des conséquences sociales liées à la démographie, avec des taux de Ah ben, chômage voilà. énormes, On a eu un peu de débat, travail, etc. on Bon. a eu un débat par rapport à ça, de gens qui étaient aquariophiles et comment on appelle ça, fans de la protection de la nature et qui disaient ouais, mais maintenant qu'on élève tout en France, pourquoi on ne le fait pas? Techniquement, bah ok, on peut le faire, il n'y a aucun problème. On n'arrivera jamais à élever l'ensemble du catalogue qui vous fait rêver, messieurs, dames, mais on peut le faire. Et qu'est-ce qu'on fait des mecs à qui on a pris les souches? On les laisse crever? Tous les types, Tout à il faut fait. sortir du schéma où le collecteur, le pêcheur, c'est un pauvre type qui fait que ça. La plupart du temps, ils sont pêcheurs, parfois agriculteurs en même temps, et c'est une activité complémentaire. Et l'activité ornementale, c'est le plus. Mais le plus, c'est ce qui leur permet d'envoyer des gosses à l'école, c'est ce qui leur permet d'envoyer des gosses avec les bons équipements, avec les petits uniformes, les bons cahiers, les machins. Et on va dire maintenant, on vous a pris votre patrimoine génétique de coraux, de ressources, on va les élever et on va vous interdire d'exporter. Bah, c'est dégueulasse. Ça, Donc, je partage tout à fait. On sait aujourd'hui qu'on a à peu près 1,5 milliard, entre 1,5 milliard et 2 milliards de personnes qui dépendent totalement de la mer sur la planète. Totalement de la mer. Donc en fait, il est évident que tous les territoires isolés, euh, d'autant plus qu'ils ont des massifs coralliens autour, et qu'ils pêchent eux-mêmes, déjà prennent de la ressource pour vivre, hein. Euh, la création de récifs artificiels, on voit quand même, c'est extraordinaire. Euh, on voit des choses très intéressantes en mer Rouge, quand devant les hôtels, ils ont aménagé des récifs artificiels, et qu'en fait, c'est incroyable comment la vie est venue s'installer, et comment le poisson est là, comment... Bon, je cite cet exemple-là parce que les touristes, beaucoup de touristes vont là-bas pour plonger, et que hop, ils ont juste devant l'hôtel, plouf, et ils ont un récif qui est maintenant vraiment vivant, vraiment. Donc il est évident que sur place, dans des parties beaucoup plus éloignées, parce que c'est aussi quelque chose pour lequel on nous fait culpabiliser, c'est le transport, hein. La ah taxe oui, carbone, alors, bon, là, je te coupe. Si on veut parler d'une activité euh, irréprochable, il faut certainement pas citer l'aquariophilie. Sans bien même sûr, parler du transport. Je veux dire, l'énergie qui est déployée en termes de conception d'aquarium, enfin, quand je vois ces fameux trucs plug and play, tu vois, enfin, je veux dire, ça, il y a bien des moules qui sont faits, c'est fait en plastoc, il y a du verre de plus ou moins merdique, il y a un tas de trucs, la consommation électrique, les additifs, enfin, ce que ça génère. Je vous invite tous ceux qui disent, ouais, finalement, merde, j'ai un bocal, mais je suis un gros salaud. Mais on n'est rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre notre exemple, mais quand tu vas acheter 250 grammes de bouffe au McDo, tu as 400 grammes d'emballage, ça, c'est pas 200 000 aquariophiles, c'est des milliards de blaireaux qui le font, dont je fais partie. bien sûr, Donc, bien sûr. à un moment, nous, on a une chance, c'est qu'on peut rebondir en disant, putain, on met un morceau de nature, on va éveiller la curiosité, on va apprendre des milieux, il faut qu'on rayonne. Et là, je reprends la conversation que tu avais eue tout à l'heure par rapport à ce qui est un petit peu antagoniste entre les aquariophiles et les scientifiques. Il n'y a pas de passerelle et c'est regrettable, mais on peut pas, c'est très difficile d'en faire parce qu'il y a une retenue de la part des scientifiques qui vont nous regarder un petit peu de haut, même si on pourrait leur apprendre. Et moi, je sais de quoi je parle parce qu'en termes j'étais confronté au problème en termes de dossier post-larve, par exemple.
où j'ai été une fois dans des réunions où les types, après avoir vu ce que j'avais fait à ma modeste échelle, uniquement sur fonds propres, fonds Marine et Hortin, j'étais capable d'avoir des publications, alors que ça faisait 5 ans, il n'y a pas 10 millions de francs à l'époque, ils n'étaient pas foutus de faire autre chose que des croquis de post-larves. C'est quand Oui, même oui, hallucinant. il y a un Et schisme. là, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle parce qu'il n'y a pas de respect. Et tu as Alors, remarqué, je sais pas toi, mais moi, j'ai noué des contacts avec des scientifiques. J'ai essayé de nouer des contacts avec des scientifiques, généticiens. Bon, j'ai réussi à nouer des contacts avec des gens qui gèrent des aquariums, bon, l'aquarium de New York, etc. Bon, des gens qui ont des gros bacs, quoi, ou des gens très fortunés qui ont des très gros bacs et qui intéressent les scientifiques parce que ils ont vraiment des bacs énormes de 40 000 litres, 50 000 litres. Mais c'est très difficile en fait de nouer le dialogue avec eux. Les scientifiques en général nous considèrent comme incapables de comprendre leur travail, euh, de ne pas avoir assez de hauteur, alors qu'en réalité, dans bien des cas, finalement, ils s'inspirent des aquariophiles, de nous aquariophiles, parce que bah, nous, on réussit. Chez nous, il y a de la réussite. non, mais On sait c'est faire des clair que récifs dans des bocaux. en termes d'avancée sur la compréhension du milieu, c'est l'exemple par les milliers, voire millions d'aquariophiles qui a fait certainement avancer la compréhension des récifs plus que 250 000 scientifiques chacun dans leur coin, parce qu'en plus ils se tirent tous la bourre pour sortir Le l'info, la cloisonnement. publication pour les autres. Alors que nous, même si on a des antagonistes, même s'il y a des réticences, même s'il y a des chapelles, même s'il y a une Du petite. plan. Bah, au moins on communique. Au moins on communique. Là, c'est la démonstration, mais à d'autres niveaux, on communique. Donc là c'est clair qu'on a fait avancer les trucs. Et puis c'est surtout quoi. Putain, mais on décapsule les cervelles, quoi. Quand tu vois là, les gamins qui viennent dans un salon, qui voient un aquarium, ben, je veux dire, ça leur sort de la tête des tablettes, même si c'est pas suffisamment à mon goût. Et puis tu te dis, bah, un truc bête, tu vas dire, bah non, donne pas à bouffer, parce que si tu donnes à bouffer, ça va polluer. Comme on est en circuit fermé, bah, tu vas tuer les poissons, les machins. Ah bon, comment? T'as un dialogue, t'as de l'humain, ça circule. C'est exactement ce qui se passe, c'est la relation qu'on peut avoir avec des pêcheurs, qui nous en apprennent énormément et à qui on en apprend, en disant, les mecs, si vous voulez stocker vos poissons à l'ancienne, en dessous des baraques sur pilotis, notamment près des chiottes, tu vois, comment vous voulez que ça tienne? Ah bah pourquoi? Bah oui, ça fait des milliers d'années qu'ils poussent au-dessus au-dessus de l'eau et qu'il n'y a rien qui pousse en dessous. Bah là, tu dis, ah bon, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Bah parce que tu me les vends. Si tu me les vends et qu'ils sont pourris, je vais pas te les acheter, tu vas pas faire de fric. Ah ouais, bah ils déplacent les chiottes. S'ils Et déplacent pas ouais, les chiottes, ils déplacent les cages. exact. Oui. Mais c'est un tas de petits trucs comme ça, mais c'est typique, c'est vraiment ce genre de petites choses. Et l'aquariophilie, c'est une super carte pour entrer chez les gens, pour dire, hé, remets-toi sur on un petit peu, réfléchis, c'est la nature, parce que là où je te rejoins, c'est vrai. Alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, et malheureusement, on essaye aussi de faire rêver les gens en disant, vous allez pouvoir aller plonger aux Maldives pour 250 balles, vous allez pouvoir faire des trucs, et c'est pas vrai, tu ne le fais pas bien. Au moins, pour ceux qui ont peur de l'eau, pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui ont des petits, qui ont des besoins de nature, l'aquarium est là. Au moins. Même si ça coûte trop cher, même si. Mais au moins, c'est quelque chose d'autre dans ce monde de béton, c'est vachement bien. Exactement. Euh, Exactement. Alors, si tu me il permets, faut le préserver. Et c'est pour ça que tous les suceurs de navets, là, qui ont le teint blafard, qui disent arrête de bouffer de la viande, arrête des machins, j'espère qu'il n'y en a pas dans le. Putain, je vais me faire plastiquer la boutique par les détaillants, les il y en a, hein, exportateurs, des les véganes, importateurs il y en a forcément. et les véganes. Je suis mort, je suis mort. J'en connais quelques-uns qui sont même en situation difficile parce que c'est l'aquariophilie qui les a ouverts à la vie, au respect de la vie. Et, et justement, après, ils se sentent coupables finalement d'avoir des poissons prisonniers. Bon. C'est un truc, c'est vrai que Ah, mais je pense pas qu'on ça me pose puisse un être problème. normal de pas se poser la question, hein. C'est normal de se Moi, poser ça la me question. pose un problème. Mais je vais rebondir là-dessus, Fred.
j'ai un réel problème philosophique ou métaphysique, je ne sais pas, je suis pas assez malin pour par rapport à cette notion-là. Et la chance que j'ai eue de faire tout ce que j'ai fait et de continuer, j'ai appris une chose. C'est que moi, dans la nature, j'ai une portion de récif, quasiment tous les matins, j'y vais. Quasiment tous les matins, je vais voir ce qui s'y passe. Alors, je me fais un peu de marche, ça me fait perdre du bide, et puis je vais faire mon petit tour et tout. Eh ben, mes poissons que j'aime bien, ils sont jamais là d'un mois sur l'autre. Et que les petits qui deviennent grands, bah, c'est le projet Post-Larve, ça a été initié par ça. C'est que je suis pas persuadé que ton centrepiche bicolore, il aurait un meilleur avenir sur le récif. J'en suis même convaincu du contraire. Par contre, Oui. il est vrai que si on devait piller Statistiquement, on se rejoint là-dessus complètement. C'est-à-dire que effectivement, tu te rends compte quand tu manipules de grandes quantités de poissons que certains vont mourir et point barre. Et point barre. C'est comme ça. Ils vont être malades, voilà. ils ont une malformation, t'es pas à l'intérieur, tu sais pas s'ils ont une malformation cardiaque ou de la vessie natatoire, et ils meurent. Donc, Oui, non. Alors, dédouaner, m'acheter une conduite, tu vois, enfin, un passeport, une espèce de vitrine de sérénité. Mais c'est clair que des clowns qui ont 35 ans sur le récif, je demande à voir. En aquarium, des données là-dessus. On a des leucosternons qui ont 25, 26, 27 ans. Dans la nature, je ne suis pas persuadé. Alors, ce n'est pas ce qui doit nous dédouaner de nos responsabilités, mais c'est un des éléments qui fait que, bon, on peut dire, ouais, quand même, l'aquariophilie, c'est pas qu'un hobby égoïste pour les salopards. bien Ça, sûr. c'est- Voilà. voilà. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est si tu achètes un Leucosterol, comprends bien, mon pote, que justement, tu l'as pour 20, 25 ans, et que c'est comme si tu prenais un chien. C'est pas anodin. À 25 ans, ça commence à être un record dog de longévité. Alors qu'un C'est vrai, baliste c'est qui a vrai. 25 ans, c'est assez courant. Mais 2 ans, c'est pas normal. 2 ans, il y a une couille. 2 ans, voilà. Bon, moi, ça m'énerve. Voilà, ça C'est m'énerve. c'est là où on n'arrivera jamais, il peut y avoir un problème, un souci, ça dépend de l'espèce, ça dépend de plein de choses, et ça dépend des conditions du Oui, décès de la aussi de la personne. vie, de plein de fois, j'en parle de ça. Effectivement, tu sais pas quand tu achètes ton aquarium, que tu as 20 ans, tu sais pas si tu vas pas divorcer, être obligé de déménager pour ton travail, etc., etc. Donc tes conditions varient et ces conditions-là, notamment quand on ne prend pas, parce que ça nous arrive à beaucoup maintenant, de divorcer, de tout ça, d'avoir des problèmes affectifs et qui se ressentent sur l'aquarium. Parce qu'évidemment, quand tu pleures et que tu noies ton chagrin dans le whisky, l'aquarium, il passe derrière. Enfin, je dis ça, tu comprends, c'est l'image, quoi. Mais Ça il est marche aussi évident avec que la là, vodka, hein. une Formule 1 quand tu es au fond du gouffre, tu la craches, c'est évident, c'est évident. Et souvent, j'essaie de bien expliquer aux gens que tu sois un méthodique maniaque ou que tu sois un bordélique un peu je m'en foutiste, tu peux faire de l'aquariophilie, mais tu ne pourras pas faire la même. Et je respecte tout le monde, mais quand un bordélique, parce qu'il a les sous, va monter une Formule 1, bah, je ne pourrais pas me retenir de lui dire, toi, tu vas aller au tas, tu vas à la cata, parce que tu n'as pas la rigueur, euh, ou tu vas la compenser par un automate, et si tu la compenses par un automate, il bah, faut que ton automate tombe jamais en panne. Voilà. C'est ça le truc, quoi. Moi, c'est ça qui m'énerve. J'essaye de dire aux gens, si tu Ouais, mais multiplies le nombre Fred, de tuyaux dans ton on, aquarium, ils se tamponnent les uns les autres, et de ce fait-là, quand il t'arrive une couille, un bac qui est bien blindé en bactéries, quand il y a une coupure de courant, tu n'as pas l'assaut, la prise de pouvoir, de contrôle d'une souche pathogène, c'est impossible. Parce qu'en fait, la concurrence
est telle qu'elle ne peut pas te faire un URTN. Alors que dans un bac où tu es sur le fil du rasoir, c'est garanti, tu as une ERTN. Même si tu remets en route 2 heures après, tu vas perdre la moitié de tes coraux parce qu'ils auront été bouffés par la bactérie qui aura pris le pouvoir. Expliquer aux gens que c'est la guerre dans les milieux, que c'est la guerre entre les bactéries, comme c'est la guerre entre les coraux, puisqu'en fait, les mecs, quand ils mettent des coraux les uns à côté des autres, dans la nature et dans l'aquarium, ils se mènent une guerre chimique entre les uns et les autres pour l'occupation de la surface à la lumière. Donc, ils vont cramer la gueule à l'autre à côté. C'est normal, c'est comme ça dans la nature. Dans ton aquarium, pourquoi là c'est la mode du BBK 200, 250, 300 on lave l'eau pour empêcher qu'il se brûle. Tu coupes ton étumeur, hop, bye bye, parce que là ils vont se cramer la gueule. Et en 5 minutes, enfin en 2 heures, tu perds un corail. Donc expliquer ces choses-là, enfin moi ça me semble, voilà, c'est ça moi c'est ma raison d'ailleurs de communiquer, tu vois, ce soir. J'espère que je vais pouvoir en faire chaque semaine. Je suis très surpris d'avoir beaucoup de désistements de gens qui refusent d'avoir des échanges comme toi et moi ce soir. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on construit vraiment, qu'on met du contenu, on met nous nos expériences. Je pense que c'est constructif d'avoir ce genre d'échange, quoi. Et de donner à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, plus qui nous écoutent, parce que notre tronche, on s'en fout un peu, sans doute, de donner Bah, une. on sait pas, on sait pas. On va peut-être recevoir des lettres d'amour demain. Mais tu vois bien, on en arrive à la philosophie. Quand on discute là, sur les milieux, sur les gens qui sont autour des milieux, tout ça, on en arrive en fait à la philosophie. On n'est plus dans la science. Et pourtant, elles sont complètement mêlées. La philosophie et la science, la vie. Bon. Tu peux me permettre un parallèle aussi, Fred, si tu veux. Tout à l'heure, tu disais, voilà, il y a les gens qui ont plus de moyens et qui vont se dédouaner de s'occuper de l'aquarium en compensant par un investissement sur du matériel coûteux qui va, a priori, leur offrir une sécurité ou un truc comme ça. Bon, c'est la vérité. Or, on sait, la plupart des gens qui suivent le truc aussi, là, on sait pertinemment que c'est le pilote. C'est pas la bagnole qui est importante en aquariophilie, c'est le pilote. Et le problème, c'est que là, pour faire le parallèle avec un aspect philosophique, c'est qu'est-ce que tu peux attendre. Alors, je vais peut-être choquer des gens, mais je vise personne, notamment de cette noble assemblée ici présente autour de nous. Mais qu'est-ce que tu peux attendre de gens comme comportement vis-à-vis d'un aquarium qui est un milieu complexe, quand ces mêmes gens élèvent leurs enfants, font élever leurs enfants par leur iPad? Ça, tu vois, c'est philosophique, c'est philosophique. Ou prennent pas de chien parce qu'il faut le sortir, tu vois, ou prennent un chat parce qu'il y a des litières automatiques qui te permettent de ne pas avoir les mains dans la merde. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le public, la cible pour la gélule magique, tu vois, celle qui marche pas, qui fait repousser les cheveux. C'est la même chose. C'est un monde là. Le mercantilisme et l'image de soi. Et l'image de soi. On est beaucoup, tout à l'heure tu parlais de l'ABM, tout ça, par rapport à ça, on est beaucoup dans l'image de soi. Et quand tu regardes la réalité, quand aujourd'hui tu roules à 80 en France, hein, ouais, ça y est, et puis que tu as une Audi qui va à 300, à 320, ou une autre voiture, une BM, voilà, c'est pareil, et que tu bouffes des patates pourquoi? Bah pour faire ton petit coq, être fier le temps que tu vas à ton boulot un quart d'heure, être fier quand tu vas chercher tes gamins à l'école 10 minutes, et être fier quand tu rentres du boulot ou quand tu vas faire tes courses une fois par semaine. C'est quand même. Fred, à la limite, c'est pas un problème. Le problème, c'est que maintenant, il faut que tu roules dans une super bagnole, que tu passes des vacances d'hiver à la montagne, des vacances de printemps sous les tropiques. Sinon, tu es assis. Et le problème, et là où au niveau de la valeur humaine, ça vaut rien, ça. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, ça. C'est de la poudre aux yeux, mais ce qui nous impacte après, c'est qu'on en arrive
au résultat, c'est que l'aquarium, c'est cher. Mais non, c'est pas cher, c'est simplement que des gens plus malins que les marchands de poissons ont réussi à te prendre 50 ou 100 balles par mois pour ton abonnement de téléphone et ton téléphone, 5 ou 600 balles pour ta bagnole, un crédit pour les vacances, et au final, pour les passions, entre guillemets, saines, mais il n'y a plus de thunes. C'est ça le problème. Mais ça, c'est au-delà du débat du milieu, quoi. C'est encore un autre problème. Mais c'est vrai qu'on saute. Si tu me permets, je ne sais pas après combien de temps tu es disponible, bon, on s'ennuie pas, mais je voudrais Eh, revenir, à cette histoire de chirurgien. J'ai adoré quand tu m'as raconté, les linéatus, et j'aurais vraiment apprécié que tu racontes ça aux gens. Euh, ah, c'est sûr. pour, pour élever un petit peu la conscience de ce que c'est que l'animal quand il est adulte, quand il est plus le petit truc que tu achètes grand comme ça à ton magasin, pas cher. J'ai regardé le prix de mon Vlamingui. Vlamingui 30 cm, j'en ai trouvé un chez Marine Life, il devait être pas loin de 1400 boules. Hein. Euh, Alors, là, je reprends ma casquette de ville commerçant. Chez moi, c'est loin de ce prix-là, hein. C'est même pas le dixième de ce prix-là, hein. non mais le Mais machin, il bon, prend une caisse, quoi. Il prend une caisse à lui tout seul. Donc évidemment, il est cher. Euh, non, Sauf qu'un sur linéatus l'épisode de cette taille-là, bon, sur l'épisode des linéatus, je ne sais plus comment c'est venu, mais c'est sur le fait que les gens se réveillent des fois avec des linéatus un peu teigneux, c'est ça, non? oui, oui, parce que le comportement de l'animal entre c'est 10 centimètres où c'est un gamin, c'est 18-20 Ah centimètres où ben, c'est un de toute façon, adolescent. toutes ces petites teignes, parce que ça, il faut quand même savoir un petit peu comment ça se passe dans la nature, hein, très sommairement. Voilà, c'est ça ma question. Vas-y, raconte-nous ce Alors, que c'est dans la bah, nature. globalement, tout ce qui baisse dans l'eau, ça baise à l'extérieur du récif. Et puis après, une fois que les œufs sont fécondés, ça s'embryonne, tout ça, il y a une phase alors je vais me faire reprendre par les scientifiques, il y a une phase planctonique de la larve. C'est-à-dire Il que y a la une larve phase va fixée, partir. hein? Si je ne me trompe pas, il y a une phase fixée qu'on appelle acronurus, où il est Ouais, fixé au alors, récif, alors après, on métamorphose. rentre comment dire, dans des process ou des choses qui est propre à chaque poisson. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est en général. C'est évident que tout ce qui est pomacentrider, c'est-à-dire les demoiselles, les clowns et autres, ça marche un petit peu différemment. Ça pond un petit peu plus près du lagon. Donc, en gros, la bestiole, elle est pas pélagique au sens strict, mais elle a une phase que je qualifie elle va se laisser porter. Alors c'est ça qui est intéressant justement, parce qu'on en retrouve plein dans les radeaux. Alors les radeaux, ça peut être des bouteilles en plastique, des algues, des morceaux de bois, et elle va avoir cette espèce de parcours initiatique, d'accord? Et au gré des courants, de la Lune, d'un tas de trucs, au bout d'un moment, quand elle est un petit peu plus grande, il y a la phase qu'on appelle dite de recrutement, où elle re-rentre dans le lagon, parce que le lagon, et ça, je vais peut-être dire la seule chose vachement intéressante, le lagon, c'est la nurserie du récif. Oui, ou la mangrove. Ouais, alors oui, Je sais oui, pas, pardon, toi, ouais. Alors voilà. toi qui étais aux Caraïbes, Ah, il devait y avoir la mangrove là où tu étais. comment? Toi qui étais aux Caraïbes, il y a pas mal de mangroves aux Caraïbes. Oui, 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 Qui non, sont non, des mais je dis, nurseries, voilà. Moi, j'étais plus parti dans mes expériences indonésiennes. Et mais donc, très bien, vas-y, continue. Suivons et donc, l'avis de l'articulus. elle a mon propre partout, hein, en Indo aussi. Et donc, le poisson, effectivement, rentre dans le lagon et puis va essayer du mieux qu'il peut, parce que c'est un milieu donc plus côtier, donc plus riche en nutriments. Donc, qui dit plus riche en nutriments, plus riche en phyto, en zoo, machin, hein. Et là, en gros, là, toutes les chances de grandir avec, et c'est là où c'est aussi intéressant pour la compréhension du milieu en aquarium,
c'est que quand on récupère les poissons dans le lagon, à des petites tailles, on a aussi des animaux qui sont à un âge où ils encaissent plus facilement les contraintes physiques, chimiques et physiologiques. Pourquoi? Exemple simple. En gros, la mer se retire, les poissons restent piégés dans une mare, le soleil tape, l'eau monte à 34, il pleut là-dessus, la flotte redescend à 22, la salinité est dans les chaussettes, et le poisson, génétiquement, il encaisse. Donc c'est vachement bien. Et puis, une fois qu'il est assez grand, qu'il se dit, bah maintenant, j'ai un peu moins de risque de me faire bouffer, ou je peux un peu faire face à mes copains qui essaient de me faire la peau, il repart à l'extérieur du récif. Je schématise volontairement, Alexandre, il fait des commentaires, je schématise volontairement. Et alors là, c'est l'intérêt de l'anecdote Lineatus, c'est qu'effectivement, on va récupérer des Lineatus grands comme ça, même plus petits. On peut récupérer vraiment des têtes, pas des têtes d'épingle, mais dans les pièges, oui, mais après à l'épuisette un peu moins. Et puis, c'est en gros un peu plus gros ce que nous, on essaie d'importer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Lineatus adultes, c'est-à-dire le stock reproducteur sur le récif, en gros, c'est un steak qui fait un bon 35 cm et qui a en moyenne, alors je n'ai pas mesuré au pied à coulisses, hein, mais qui a en moyenne 300, 400, 500, 600 mètres carrés à lui. Et quand on se balade comme ça, on se rend compte que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont délimité un territoire et puis ils passent leur journée à se foutre sur la gueule. Mais pourquoi ça se passe bien? C'est parce qu'il y a cette notion d'immensité qui fait que le poisson va se rapprocher de son collègue, son voisin, il va parader, il va prendre des couleurs magnifiques, il va essayer, de l'impressionner, et puis ils vont se friter, mais si ça se passe mal, bah, ça ne va pas jusqu'à la mort, parce qu'il y a suffisamment de... C'est un petit peu comme le lion qui fait le tour de son territoire en pissant. Ouais, voilà. Sauf que là, ça passe par les couleurs, éventuellement par le scalpel, mais c'est bon, c'est la plupart du temps, et c'est magnifique à voir. Et donc, quand on sait comment le poisson réagit adulte, pourquoi il a été programmé, même si j'aime pas forcément ce truc-là, mais à quoi il sert, et ben après, on comprend mieux ce qui se passe en aquarium. Maintenant, sur la notion de poissons juvéniles, de machin ou autre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les petits poissons côtiers, bah, évidemment, quand on les chope entre 0 et 10 mètres, pourquoi ça se passe mieux en aquarium? Parce que c'est la tranche, alors une fois de plus, je schématise, d'eau, le milieu, qui sera le plus souvent soumis à des grandes contraintes. Donc, le milieu intertidal, par exemple, qui est vraiment avec des adaptations spécifiques d'espèces, les anémones qui se retrouvent à l'air, les sarcos d'ailleurs, on en parlait parce qu'on voit quelquefois, on voit souvent les publications de sarcos qui d'un seul coup rétractent leur polype, se recroquevillent, et les gens qui se demandent ah mon sarco qu'est-ce qu'il a? Et en fait c'est probablement parce qu'il a été pêché dans une zone où là où il vit habituellement, il a une contrainte, alors que ceux de profondeur comme ceux d'Australie par exemple, qu'on capte des fois qui ont des couleurs magnifiques et qui vivent en dessous de 10 mètres, n'ont jamais, quasiment jamais, cette posture de mue. Bon voilà, bon, alors, je dis ça. ça c'est totalement vrai, et en même temps maintenant avec la coralliculture ou la mariculture, enfin ce qu'on l'appelle comme on veut, on arrive à standardiser quand même. Hein. On arrive quand même on a un peu plus de données là-dessus. Mais malheureusement, là, le sarco commun d'élevage, ouais, c'est bien, ça amuse tout le monde, mais les vrais beaux sarcos, franchement, c'est des sarcos qu'on va choper à 15-20 mètres, qui ont des polypes de 20 cm, enfin c'est différent. Et ça, c'est difficile en aquarium, comme on les écrase de lumière, comme on les nourrit pas, parce que forcément, on va les mettre avec un tas de SPS dont on veut avoir pour résultat une coloration extraordinaire. Donc, ces bestiaux-là, c'est illusoire de les garder. C'est très compliqué. Et quand bien même on les garde, après, c'est un problème de proximité. Effectivement, tu l'as très bien expliqué. C'est que c'est la guerre sur le récif. C'est entre les coraux durs, qui sont des tueurs de contact, et les coraux mous, ces espèces de fourbes qui vont faire en sorte de balancer un paquet de terpènes, de toxines, de machin pour niquer les autres. Quand on essaye de recréer cette portion-là dans l'aquarium, ça coince.
Mais bon, il y a des trucs, on peut y arriver aussi, hein, il y a des trucs pour le faire. Euh, mais bon, du coup, j'ai perdu mon fil parce qu'en même temps, je regarde les commentaires. Oui, moi aussi, je regarde un petit peu, mais oui, mon aquarium s'est éteint. Oui, salut Mehdi, salut enfin, Alexandre, salut Le Adrien. taquet. Alexandre, il Plein était à là aussi tous, hein. tout à l'heure. Ah, il est encore là ce soir. Je ne sais pas si c'est moi qui suis sur toutes les pages Facebook ou lui, mais en tout cas, je le croise partout. Oui, alors tu vois, Ouais, sur l'éclairage, ben moi, j'ai vraiment mené un tas de tests très intéressants. Mon premier nano, 60 litres, il avait un 250 watts 6500 Kelvin, et puis un 18 watts TL03. Tu dis sur 60 litres, il est fou le mec. J'avais que ça. Et, en fait, ça se portait à merveille. Et dessous, j'avais un Favia, j'avais un Sinarina, j'avais pas beaucoup de trucs, hein. Mais le bac se portait très bien. Et il marchait avec un filtre extérieur et pas d'écumeur. Donc je précise, en fait, en réalité, voilà, moi, si tu veux, c'est ça que des fois qui m'énerve, c'est que je pourrais montrer, je l'ai déjà montré d'ailleurs sur le groupe, le bac que j'ai monté il y a quelques années, là, quand j'ai repris l'aquariophilie, ben, il avait un filtre extérieur et pas d'écumeur. Et pendant un an, ben, j'avais tout, SPS, LPS, Gorgone, NPS, et puis ça se portait très bien. Donc en fait, moi c'est ça qui m'énerve, c'est que on veut standard, on veut faire un standard et que le standard il va toujours vers la Formule 1 et c'est ça moi qui m'énerve. parce que Bah, on en revient toujours au même problème de blé, Fred. C'est-à-dire que des solutions, aujourd'hui, tu as juste une fourchette, soit tu vas soit tu fais Jaubert, soit tu fais la Formule 1. Ben non, j'essaie moi de dire, ben non, merde, il y a une troisième voie, et peut-être, là, j'espère. il y a plein de J'espère voies. qu'il y aura une troisième méthode, tu vois, et la créer et la mettre sur papier. Pas dire professeur Leblond, je m'en branle, mais dire, puisque je ne suis pas ça du tout, mais d'essayer de travailler ensemble tu vois, le refuge, bah, c'est plus berlinois. On a déjà changé le berlinois en lui mettant un refuge. Et il est devenu plus stable. Tu mets du sable dans ton refuge, tu l'éclaires la nuit, c'est plus berlinois et il est encore plus stable. Tu mets de la kétomorphin, il est encore plus stable. Donc, c'est ça, tu vois, le truc. Si tu n'as pas de sable et que tu éclaires ton refuge la nuit, bah, ça ne sert à rien. Ton pH, il ne va pas changer. Tu mets du sable, ça change tout. Donc, ce sont des Non, petites mais choses comme le ça qu'on problème, apporte. on en revient toujours. Il y a deux problèmes. C'est que, si tu veux, cette discussion-là qu'on a, admettons qu'on soit derrière un comptoir et que quelqu'un vienne nous demander de faire je veux faire un aquarium, ça va bouffer un temps dingue. Bien sûr. Et c'est un problème économique. C'est-à-dire que si on prenait tous le temps, alors il y a un double problème. C'est un, prendre le temps de conseiller les gens sur la base déjà de départ de savoir ce qu'ils ont identifié comme étant leurs besoins. Et nous, quand on vient nous dire je vais faire un aquarium, je dis ok, fais un aquarium. Comment on fait? Bah, vous allez venir avec la sélection de tout ce que vous voulez mettre. Quel est l'aquarium de vos rêves? Vous prenez des photos sur Facebook, des machins, et on va déterminer un truc. Ils viennent en boutique et après, je dis ah ouais, bah vous voulez ça? Bon bah voilà, ça en gros, c'est en termes de temps, en termes d'investissement, en termes à tout, voilà, ça va, voilà. Et puis ça, c'est pas compatible, ça. Et on affine, on affine, on affine. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que un, ça coûte énormément de temps à l'entreprise, et deux, c'est que la plupart des gens, il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas leur dire non. Oui. Et il est là le problème. Il est là. Moi C'est-à-dire j'ai que essayé de faire exactement si ce on que était tu dis capable là, de et ça a gagner, été. si on était capable de gagner du fric en vendant des aquariums avec un système de traitement d'eau que de Kaitomorpha, on le ferait. Et on en revient toujours à ce problème, c'est quelle que soit la bagnole, nous, notre souci, c'est le pilote. Et le pilote, il est tellement noyé sous un tas d'informations avec les Facebook, les forums, les conneries, les machins, les trucs, qu'il ne fait plus confiance à personne. Et on n'arrive pas à s'en sortir, c'est ça le Tout problème. à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai essayé ce que tu dis et j'ai trouvé que c'était un échec. Statistiquement, un très gros échec. La plupart des gens n'écoutent pas quand, quand on leur Bah, dit, bon, bah voilà,
Alors, et puis après, parce que ce que tu dis, la liste, c'est bien la liste, mais après, tu as toutes les impossibilités, les incompatibilités dans leur liste. Donc, ils vont être obligés d'affiner le choix et de faire des sacrifices. Et en fait, le sacrifice aujourd'hui, oh bah merde, voilà. Et ils vont toujours trouver dans le flux d'informations actuelles un Gugus qui aura fait le mélange, ou trois ou quatre, hein, et puis au moins un qui a. Il y a eu un petit problème. Ouais. C'est bon là, ça On a été repasse? déconnecté. Ouais. Ça repasse. Bon, c'est cool. Donc en fait, oui, je disais que ce qu'on voit sur les groupes de Facebook, c'est les gens qui le font et qui échouent. Et ce qu'on voit, le plus de choses qu'on voit, ce ne sont pas les réussites. C'est celles qui ont le plus de j'aime, le temps qu'elles marchent, et les échecs et les problèmes. Donc, moi, c'est comme ça que je réagis, en fait. Je, je pars en guerre, d'une certaine manière, contre l'échec. Voilà. J'essaye de me dire, si on donne aux gens un support philosophique, euh, euh, une racine accrochée à la terre, accrochée au vrai, on développe une aquariophilie connectée au vrai. Alors qu'aujourd'hui, elle est déconnectée du vrai parce que certains arrivent à faire des aquariums entre parenthèses, virtuels. Voilà. Bon, voilà, c'est ça en gros, quoi. On est d'accord. Donc je sais pas, j'espère que ça a plu. On va peut-être, je sais même pas combien on est là. 23h47. On a fait presque Oh, 2 heures. j'avais dit Si qu'il tu reste comptes une de demi-heure. bonheur demain. Mais c'était très bien. J'espère qu'on pourra renouveler sur d'autres sujets. Bah écoute, Euh, si on se prend pas trop d'insultes demain, on verra. Si on va faire les divas, si on est sollicité. Voilà, pourquoi pas. d'accord. Bah, je trouve que c'est une bonne expérience. Bah oui, Euh, je pour vais essayer l'invitation. d'inviter des gens. Jonathan, la semaine dernière, euh, je t'entends pas. Ouais. Je disais Jonathan, la semaine dernière, il n'a pas eu de chance. On n'a pas pu parler beaucoup. Euh, donc j'espère qu'on va pouvoir refaire une émission, lui et moi. Il y a Alexandre Le Marchand que j'aimerais aussi recevoir. Il y en a d'autres, hein, qui font des choses un petit peu plus Préviens-moi, spécifiques. préviens-moi, je ne manquerai pas de commenter le passage d'Alexandre. Bah, c'est aussi une personnalité sur les groupes et quelqu'un de très actif. Et j'ai eu des conversations avec lui, quelquefois vraiment très pointues. Et c'est très agréable de pouvoir parler avec quelqu'un qui a une vision très, très, finalement, un peu comme nous, philosophique, quoi. Il sort un peu, il y a le cadre scientifique, puis notre mère nature. Euh, pour te donner un exemple, je parlais l'autre jour de la farine de glace, farine de glacier. Il y a peu de gens qui connaissent le cycle de la farine de glacier. Donc c'est intéressant puisque c'est de là, hein, que proviennent les ressources qui permettent la vie des massifs coralliens. Euh, Tu as dû savoir la grande découverte qu'il y a eu dans le delta de l'Amazone, où déjà les quelques expéditions qui ont été faites euh, à 100 mètres de profondeur ont trouvé des éponges d'eau douce. Alors on trouve les raies d'eau douce, on trouve un tas de trucs d'eau douce,
et on trouve des éponges d'eau douce à 100 mètres de profondeur dans une eau chargée de nutriments. Et puis, plus loin dans la mer, eh ben, on trouve un massif corallien. Et on découvre ça en 2017. Enfin, c'est énorme. Fin 2016. C'est énorme. Euh, voilà. Donc, ce sont des choses dont on peut parler, dont on peut voilà, éveiller un peu les gens à prendre conscience de notre planète, de sa richesse, de, d'arrêter quoi, le Hyacinthus. Ah On non, peut- ça c'est bien aussi ça. Mais non, quand c'est Hyacinthus, ça va. C'est quand c'est le Blue Peacock Ice Red Fire. Je sais pas, là, ça me gonfle vraiment. Oui, bon, tu as compris, c'est schématique ce que je dis, hein. Bien sûr, c'est beau, il y a beaucoup de coraux et des coraux de profondeur. Tous les dips qu'on voit, il y a des merveilles, c'est vrai. Euh, le Red Dragon, par exemple, hein, c'est magnifique. J'ai un ami américain qui est dans le groupe hein, d'ailleurs, qui s'appelle Bradley. Tu regardes Bradley G. Sifus. Il a été récompensé au MACNA, mais moi, ça fait quelques années que je le connais, parce que en fait, il avait un aquarium racifal avec 8 poissons-manches dedans et des coraux durs. Alors, et même un LPS, un lobophyton, un lobophilia. Donc en fait, euh, c'est pour ça qu'il m'avait interloqué, ce mec-là. Il avait des acroporas et des poissons-anges. Beaucoup. Et il a changé son aquarium. Et c'est très intéressant de voir les couleurs que ça prend chez lui, quoi. Il a une lumière du soleil qui rentre dans son bureau, qui vient taper son aquarium au coucher du soleil. Les coraux prennent des couleurs extraordinaires. C'est. Voilà. Bon, voilà. C'était juste une petite parenthèse comme ça. Il est dans notre groupe, je lui parle de temps en temps. C'est un, un vieux de la vieille, un peu comme nous. Il y a longtemps qu'il est là-dedans. Et, euh, et il faut s'inspirer de ces gens-là, quoi. Et Ah il a un oui, réacteur Aketomorpha d'ailleurs, c'est rigolo. Il, euh, il a installé un réacteur Aketomorpha euh, sur le modèle un peu de ce que faisait Philippe Nabet qui a arrêté là. J'ai lu ça dans des commentaires. Mais la Ketomorpha, les mecs, vous pouvez mettre ça dans votre refuge, quoi. Vous n'êtes pas obligé de la mettre dans un réacteur. Vous pouvez consacrer un tiers du refuge. Moi, c'est un peu particulier. En volume, j'ai 180 litres de Ketomorpha, tu vois, le truc de fou. Mais j'ai fait pousser ça dans une poubelle. J'ai ma rampe qui a rendu l'âme, ma rampe de refuge. Et, euh, et donc, j'ai enlevé la Ketomorpha parce qu'elle allait pourrir. Et puis, j'ai remis des néons. Puis, au printemps, j'avais balancé une petite touffe avec mon jus d'écumeur. Parce que je cultivais les copépodes et tout ça, donc je balance mon jus d'écumeur dans une poubelle de 90 litres dehors. Et la petite boulette de Ketomorpha, bah, elle a rempli la poubelle. J'ai plus eu de copépodes après d'ailleurs, ils ont disparu. Mais, euh, mais donc j'ai rapatrié ma poubelle dans, le, dans mon refuge, ce qui fait que j'ai un volume considérable. Je teste, je fais des tests, c'est assez marrant de mesurer mes nitrates. Euh, donc là, j'ai perdu quand même 2 milligrammes par litre en une semaine, hein. ça serait intéressant. Mais il faudrait que ça fasse Oui, l'objet oui, oui, voilà, on essaye de. d'une autre. Et j'ai fait la mesure parce que Fredo Dubelon, tu sais, l'aquariophile passionné qui a fait On the Road et tout ça, les DVD, qui est assez engagé enfin, que j'ai toujours connu comme étant engagé dans l'aquariophilie. Euh, il a récemment monté son réacteur, enfin un refuge à Keto, et il a fait des mesures et il a constaté, lui, 1 milligramme. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, il faut que je le mesure. Bon voilà. Alors faites-le, même vous, les mecs qui nous écoutez, faites-le quand vous montez votre refuge. Suivez, là j'en ai conseillé quelques-uns pour le montage de DSB avec un
un DSB qui a un flux constant et un turnover important. Alors, tu sais, bon, je te raconte ça, Fabrice, tu dois pas connaître, mais moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse au sulfure et j'ai mis, au début des années 2000, 2005, 2006, j'ai mis au point un réacteur, enfin un DSB, mais avec un flux important en surface. Plutôt que de ralentir le débit, un débit très, très puissant sur la surface du sable. Et j'ai été scotché des résultats, vraiment scotché des résultats. Donc je lui ai mis du débit de soufre dans la tronche. Euh, j'ai testé quoi. Et vraiment, bah, je pense que j'ai trouvé un petit truc à exploiter. Et, euh, et donc, bah là, depuis mes lives, j'ai deux personnes qui montent ce système chez eux. Alors, j'espère qu'ils vont prendre des mesures et qu'on va, voilà, qu'on avance, qu'on amène des choses euh, pour le bien de tous, hein. Bah ouais. Voilà. Bah, écoute, Donc, moi, je bah, serai là pour suivre tout ça. donc, je te souhaite une bonne nuit Ouais. réparatrice, si tu te lèves de bonne heure. Heureusement que 30 minutes, hein. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne nuit. J'espère que vous Ouais. avez apprécié la conversation. Donc, je vais essayer d'en avoir d'autres. Bien sûr, que ça soit avec Jonathan ou avec Alexandre, on aura des conversations intéressantes. Il y a Hervé. J'aimerais aussi avoir un entretien avec Hervé. Peut-être d'autres commerçants, si vous nous écoutez, que vous êtes intéressés par des Ah bah échanges là, comme moi, ce soir. je rebondis là-dessus parce que tu as, François qui est maintenant aux États-Unis. François qui est sur la. Je le vois passer là. Thibaut, Alors, je sais pas, avec le décalage, je sais pas comment ça se passe, mais ça pourrait être amusant qu'ils nous décrivent un petit peu la ce façon de qu'il voit faire là-bas, des. Comment? ce qu'il voit là-bas, Voilà. chez Enfin, si ça Amérique. t'intéresse, hein, j'ai une idée, mais ça peut être, c'est pas inintéressant. Bien sûr, bien sûr. Bah, j'invite, hein, j'invite les gens. Comme je disais, je suis. Ah, il dit oui. Bon, bah, ça c'est cool. Bonsoir François. Euh, donc oui, ça c'est. Malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui se désistent, hein. J'ai fait beaucoup de demandes et la caméra, je pense, fait peur à beaucoup de monde. J'aurais aimé que Christian Coursier vienne aussi parler parce que bon, il a eu d'expérience hein, comme toi. Je crois que vous avez bossé ensemble même à un moment. Donc, cette expérience du déballage, de l'acclimatation, euh, c'est intéressant. Euh, il y a un tas de choses en fait qu'on va pouvoir développer au fil du temps. Une Alors, fois par moi, semaine, j'aurais je pense que c'est un bon rythme. juste une chose, mais je sais pas devant l'assistance ici réunie, c'est si c'était possible de le faire un peu plus tôt. Oui, Si oui, c'était bah possible, oui. même 20 heures, hein, même. 20 heures, je sais pas, les gens qui rentrent du boulot à 7 heures, s'ils ont mangé, Ah, je sais pas. Bah écoute, euh, ils dormiront, on les je vais bercera. faire un sondage. Je vais faire un sondage. Je vais envoyer un sondage Fais dans le groupe. fais un sondage sur le jeu, le jour et l'heure. Ouais, très bonne idée. Allez, c'est parti. Ok, allez, Bon, mec, merci d'avoir suivi, merci pour l'invitation. Et puis bah à bientôt. Salut, merci à tous. à bientôt tous. Ciao, ciao.